La spiruline n'est pas seulement un super aliment aux bienfaits incroyables pour la santé. Sa culture est également très respectueuse de l'environnement. Dans cette vidéo, je vais vous détailler pourquoi sa culture est si intéressante écologiquement parlant. Certaines de ces raisons vont vraiment vous étonner et j'ai moi-même appris beaucoup de choses durant ces recherches. Les potentiels pour ces cultures sont extraordinaires pour notre avenir et méritent toute notre attention. Bienvenue sur Spirulis, la première chaîne indépendante dédiée à la spiruline. Pour ceux qui découvrent la spiruline avec cette vidéo, je vais tenter de vous la présenter brièvement. La spiruline est une cyanobactérie. C'est l'un des êtres vivants les plus anciens sur Terre. Elle a à peu près 3,5 milliards d'années. On l'appelle aussi microalgue bleue verte. Elle est connue et reconnue pour ses bienfaits nutritionnels. Elle est très riche en protéines complètes, en vitamines et aussi la B12. Elle est très riche en minéraux, donc le fer, le magnésium, le zinc et j'en passe. En acides aminés, en antioxydants, en particulier la phycocyanine. Même si elle est nouvelle en Europe et en Occident, elle est consommée depuis des siècles par l'être humain dans certaines tribus en Afrique autour du lac Tchad et par les Aztèques. Aujourd'hui, elle est appréciée dans les pays industrialisés, entre autres pour ses propriétés énergétiques, détoxifiantes, antioxydantes, et dans les pays en voie de développement, elle sert à combattre contre la malnutrition. D'ailleurs, elle sauve des milliers de vies chaque année. Elle est d'ailleurs étudiée par la NASA et par l'Agence spatiale européenne pour permettre aux êtres humains de survivre dans l'espace et ainsi de faire de très longs voyages. C'est l'aliment le plus complet sur Terre. La spiruline a été décrétée par l'OMS comme étant le meilleur aliment pour l'humanité au XXIe siècle. Comme vous pouvez le constater, la spiruline a un sacré pédigré. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur sa culture. Et vous allez voir à quel point la magie de la spiruline ne s'arrête pas seulement à la santé. Elle est également extrêmement bénéfique pour l'environnement. J'ai divisé la vidéo en 4 chapitres qui sont eux-mêmes divisés en plusieurs petits chapitres. Le sujet de cette vidéo m'a été inspiré par le livre Avec de la spiruline, dont j'ai déjà vanté les mérites plusieurs fois dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Je vais très certainement, dans cette vidéo, parfois lire directement dans ce livre, car j'ai pas tous les chiffres en tête. Premier point. La spiruline a une très faible consommation d'eau. Ça peut paraître contre-intuitif car la spiruline se développe en milieu aquatique dans des grands bassins. Donc on pourrait se dire qu'il faut beaucoup d'eau. Mais en fait, toute l'eau utilisée est recyclée. Quand j'ai visité des fermes à spiruline et que je suis allée voir les récoltes, j'ai constaté que lorsqu'ils vont récolter la spiruline à la surface de l'eau, prélever l'eau et la filtrer dans un grand filtre tournant. Les filtres vont garder la spiruline et l'eau va être relancée dans le cycle. Ce qui fait qu'il y a vraiment quasi aucune perte en fait. La seule perte qu'il y a, c'est l'évaporation. J'ai d'ailleurs filmé ce processus, donc si je retrouve les images, je les montrerai dans cette vidéo. Si on compare la consommation d'eau avec les autres cultures, elle nécessite 10 fois moins d'eau que les cultures traditionnelles en pleine terre comme le maïs et le blé. Deuxièmement, la spiruline a une haute efficacité de conversion. Qu'est-ce que je veux dire par là? La spiruline a une efficacité photosynthétique super élevée. Cela signifie qu'elle convertit la lumière du soleil en biomasse de manière très efficace. Elle produit jusqu'à 20 fois plus de protéines par hectare que le soja. Et s'il faut la comparer avec la production de protéines bovines, alors là c'est exponentiel. En deuxième partie, j'aimerais parler du fait qu'elle n'a pas besoin de sol fertile. Premier point, tout simplement parce que sa culture est hors sol. Elle est cultivée dans des bassins. Ça veut dire que le terrain en dessous d'elle n'a pas beaucoup d'importance. Ça peut être du désert, de la pierre, même en ville. Ici, dans le livre, ils expliquent qu'elle peut effectivement pousser sur les terres arides avec un rendement impressionnant. Il suffit de 1,6 m² de terre non fertile pour produire 1 kg de protéines complètes à partir de spiruline. Alors qu'il faudrait 16 m² de terre fertile pour le soja et 120 m² pour 1 kg de viande. De plus, sa culture permet de préserver la terre, qui peut être utilisée pour d'autres usages agricoles, ou tout simplement laisser l'espace en jachère. Sa culture ne participe pas à la déforestation ni à l'appauvrissement des sols. Deuxième point, encore dû à sa culture hors sol, elle bénéficie d'une grande flexibilité géographique. Étant une microalgue, la spiruline peut être cultivée dans des climats et des environnements super variés. Tout ce qu'il lui faut, c'est un peu de soleil, un peu de chaleur. Donc généralement, dans nos pays, elle est plutôt cultivée sous serre. Bien sûr, cela réduit la pression sur les terres fertiles, ce qui permet de cultiver énormément de nourriture à un endroit où d'autres cultures seraient impossibles, comme dans le désert par exemple. Troisième partie, elle réduit fortement les émissions de gaz à effet de serre. Premier point, la spiruline a une grande capacité d'absorber le dioxyde de carbone, contribuant à diminuer les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cette microscopique microalgue est même plus efficace que les arbres. Ici, dans le livre, ils expliquent que la spiruline peut absorber jusqu'à 16 tonnes de CO2 par hectare par an, contre 6 à 12 tonnes pour les arbres.
Vous pouvez demander à un spirulinier, l'air autour de leur culture est toujours plus agréable. C'est l'une des seules exploitations qui a une empreinte CO2 négative, c'est-à-dire qu'elle aspire le CO2. Deuxième point de la troisième partie, elle n'a presque pas besoin de fertilisants. La spiruline, bien sûr, a besoin de se nourrir, mais elle nécessite très peu de fertilisants par rapport aux autres cultures. Et j'ai appris lors de mes recherches pour cette vidéo que les engrais azotés utilisés pour les grandes cultures sont malheureusement de gros contributeurs d'émissions de gaz à effet de serre. Le troisième point est un peu en lien avec le deuxième, donc elle a besoin de peu de fertilisants, mais également elle n'a besoin d'aucun pesticide, ni fongicide, ni herbicide. Tout simplement parce que la spiruline se développe dans un milieu d'eau saumâtre, c'est-à-dire légèrement salé, avec un pH très alcalin, très élevé, un pH très élevé, qui fait que la plupart des autres formes de vie n'arrive pas à se développer dans le même milieu que la spiruline, ce qui diminue très fortement sa compétition avec d'autres espèces. Et naturellement, on n'a pas besoin de la protéger de choses qui n'attaquent pas. De plus, il est expliqué ici dans le livre que la spiruline étant malgré tout assez fragile, si on lui ajoutait des produits phytosanitaires comme des pesticides, cela la détruirait tout simplement. La culture mourrait. Le troisième point rejoint les deux premiers, comme elle n'a ni besoin de fertilisants ni de pesticides, naturellement, elle ne menace pas la biodiversité, que ce soit la faune ou la flore. De plus, elle ne participe ni à la déforestation, ni à la désertification, ni à l'érosion des sols. Quatrième et dernière partie, c'est également la spiruline est une production extrêmement durable. Premièrement, la spiruline peut être produite de manière locale presque partout dans le monde. Cela réduit fortement la dépendance aux importations alimentaires, ainsi que les émissions de pollution liées au transport. Cela soutient les économies locales. Encore une fois, comme elle peut être produite partout, même dans votre salon, j'ai fait une vidéo là-dessus, elle peut renforcer la sécurité alimentaire. Deuxième point, elle peut facilement être couplée avec les énergies renouvelables. Pour les petites productions françaises de spiruline que j'ai visitées en France, il n'y a finalement pas besoin d'énormément d'énergie. Concernant la spiruline, il suffit juste d'un bassin avec du mouvement. Il s'agit de grands bassins circulaires qu'on appelle en forme d'hippodrome, où il suffit juste de faire tourner une roue à aube pour induire du courant. Mais dans la plupart des cas, et même dans les fermes que j'ai pu voir, quelques panneaux solaires ou une petite éolienne suffit à faire tourner la culture à spiruline. Cela permet aux cultures d'être encore plus durables et de naturellement diminuer nos dépendances aux énergies fossiles. Et en prime, de réduire l'empreinte écologique de la production. Voilà tous les points que j'ai relevés. La spiruline est certainement parmi les cultures les plus respectueuses pour l'homme, pour l'environnement, pour la terre, les insectes. Je ne sais pas si c'est la plus respectueuse car je ne connais pas toutes les cultures, mais je le pense très fort. L'aspirine est non seulement un super aliment pour notre santé et pour notre bien-être, c'est également un véritable bijou pour notre planète. Grâce à sa faible consommation en eau, son besoin inexistant de terre fertile, sa capacité d'absorber le CO2, sa grande durabilité, la possibilité de cultiver partout de manière durable, efficace et indépendante. Vous l'avez compris, cette vidéo n'a fait que grandir mon amour pour cette cyanobactérie. Elle ne nous veut que du bien, alors pourquoi ne pas l'inclure dans notre quotidien? Et malgré tout ce que je viens de dire, il y a encore plein de faits extraordinaires sur la spiruline que je dois encore vous partager. Alors abonnez-vous pour découvrir petit à petit cette microalgue avec moi.